Dans un instant, dans Comment ça marche? Comment fabrique-t-on des vêtements légers capables de résister aux hautes températures et au métal en fusion d'un haut fourneau? Comment crée-t-on une île artificielle et transforme-t-on la mer en terre ferme? Comment élabore-t-on du champagne à partir de raisins rouges et blancs dans les caves les plus huppées du monde? C'est ce que vous allez découvrir dans Comment ça marche? La chaleur écrasante d'un haut fourneau. 6500 tonnes de métal en fusion. Des températures de plus de 1000 degrés Celsius. Si pour vous c'est une journée de boulot ordinaire, il vous faut une tenue qui offre un maximum de protection. Mais comment ça marche? Le feu. Nous l'utilisons depuis la nuit des temps. Et pourtant, malgré toutes nos technologies modernes, il reste encore une terrible force de destruction. Une simple étincelle d'électricité peut transformer une chemise en coton ordinaire en torche mortelle. L'étincelle, bien sûr, ne fait qu'allumer le feu. C'est le coton qui peut être fatal en brûlant. Chaque année, 1 million d'Américains souffrent de brûlures et plus de 6000 en meurent. Mais si l'on porte la bonne tenue, le feu n'est pas nécessairement mortel. Nous sommes chez Westex, à Chicago, dans l'Illinois. Cette entreprise fabrique des tissus de protection depuis plus de 50 ans. Ici, on transforme du coton ordinaire en un tissu résistant et ignifuge qui peut protéger celui qui le porte du feu, des étincelles et des arcs électriques. Le coton est idéal pour fabriquer des vêtements, car il est doux, confortable et fin. Le problème, c'est qu'il prend feu à partir de 407 degrés Celsius. L'éclair d'un arc électrique peut atteindre 19 000 degrés, soit 3 fois la température à la surface du Soleil. Pour résister à cette température, une chemise ne peut se contenter d'être élégante. La solution est de faire pénétrer à l'intérieur de chaque fibre de coton des molécules d'une substance ignifuge appelée chlorure de tétrakis phosphonium, THPC pour les intimes. Le THPC réagit aux hautes températures et transforme le coton en carbone ininflammable. Le coton orange devient donc noir mais ne brûle pas. Le THPC a été utilisé pour la première fois dans la fabrication de vêtements de protection pour la sidérurgie dans les années 60. De nos jours, on en met même dans les canapés et les lits pour empêcher les maisons de partir en fumée. Ce tissu peut se décliner dans toutes les couleurs, du moment qu'elles sont criardes. Il est prêt à être découpé et cousu à une chemise toute neuve et très saillante. Cette chemise orange paraît ordinaire, mais elle peut résister à un arc électrique aussi chaud que le soleil. Les flammes se propagent rapidement sur une chemise ordinaire, laissant peu de chance à son propriétaire de s'en sortir sans de graves brûlures. Mais le tissu ignifuge, traité au THPC, se carbonise, ce qui empêche le feu de se propager et éteint les flammes. Ça en fait une protection idéale pour les personnes qui exercent un métier potentiellement dangereux, comme ceux qui réparent les câbles électriques. Mais quand on travaille en permanence dans un endroit vraiment très dangereux, il faut vraiment des protections ultra résistantes. Burns Harbor, dans l'Indiana. Cette aciérie est l'une des plus innovantes d'Amérique du Nord. Elle appartient à ArcelorMittal, la plus grande entreprise sidérurgique au monde. Cette usine transforme le minerai de fer en acier pour l'industrie automobile et le bâtiment. Elle utilise pour cela 2 énormes hauts fourneaux. À l'intérieur de ce haut fourneau se trouvent environ 6000 tonnes de métal en fusion, qui bouillonnent à plus de 1000 degrés Celsius. Si les ouvriers qui travaillent ici se contentaient de porter les chemises orange fluo que nous avons vues, cela reviendrait à se trimballer en sous-vêtements sous une mousson déchaînée. C'est là qu'intervient Gentex, en Pennsylvanie. Cette usine fabrique le tissu nécessaire à la réalisation d'anoraks résistants à la chaleur, que les travailleurs les plus exposés portent.
C'est le genre de vêtements que l'on met quand on sait que ça va être très chaud. Pour une tenue capable d'arrêter du métal en fusion, aucun tissu ordinaire ne convient. À la place du coton, on fabrique un tissu à partir d'une fibre synthétique résistante à la chaleur, appelée para-aramide. C'est la même fibre que le Kevlar, ce en quoi les gilets pare-balles sont faits. À poids égal, elle est 5 fois plus résistante que l'acier et fortement tendue, elle est aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Si vous vous prenez les doigts dans ce métier à tisser, ils seront coupés net. Cette épaisseur de tissu doit être capable de résister aux projections de métal en fusion. Cette fibre synthétique résiste à plus de 700 degrés Celsius. Mais une poêle aussi, et ça n'empêche pas la viande qui est à l'intérieur de cuire. Pour empêcher les hommes de cuire à l'intérieur, ces tenues ont besoin d'une surface réfléchissante capable de renvoyer la chaleur. Vous pensez peut-être que ce métal ultra léger dont vous vous servez en cuisine ne peut pas offrir une grande protection. Mais l'aluminium est hautement réfléchissant, en plus d'être agréable à porter. Une fine couche d'aluminium est attachée au tissu, et l'extérieur est alors fini. Ce matériau est donc super résistant, mais la combinaison ne le sera que si les coutures sont tout aussi solides. Si l'on utilisait un fil ordinaire, la combinaison tomberait en pièces au moindre feu. La seule solution pour que les coutures soient assez résistantes, c'est d'utiliser la même fibre d'aramide qui a servi à tisser la combinaison. Et à Chicago Protective Apparel, la directrice est à juste titre fière de leur tenue ultra résistante qui sauve bien des vies. Depuis toutes ces années, je ne m'en lasse jamais. C'est sympa de voir un morceau de tissu se transformer en vêtement. Et j'aime à penser que nous empêchons nos clients de se brûler. Même après toute une série de tests, il n'y a qu'une façon de savoir si ces super combinaisons sont vraiment à la hauteur. Ici, à l'aciérie de Burns Harbor, elles passent leur baptême du feu. La vie de Regan Woodard dépend de ses vêtements. Une erreur de fabrication et les 1000 degrés Celsius du haut fourneau la brûleraient entièrement. Mais avec 2 épaisseurs de vêtements de protection qui la défendent de la chaleur des flammes et du métal en fusion, elle déambule dans cet environnement hostile comme si de rien n'était. À suivre. Comment trouve-t-on de nouvelles terres au fond de la mer? Et comment emprisonne-t-on ces bulles onéreuses dans les champagnes haut de gamme? C'est ce que vous allez découvrir dans Comment ça marche. Rotterdam est le 4e plus grand port du monde. Il traite plus de 400 millions de tonnes de marchandises chaque année et s'étend sur plus de 40 km de quais. Et il risque de manquer de place dans quelques années. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de terres disponibles. La solution, construire de nouveaux docks sur des terres qui n'existent pas. Enfin, pas encore. Mais comment ça marche? Toute l'économie mondiale moderne repose sur le trafic international. Et sans les ports, ce dernier est impossible. L'année dernière, les dockers du monde entier ont trimé sans relâche pour charger et décharger 8 milliards de tonnes de marchandises, allant d'avocats à des fermetures éclairs. Rotterdam, aux Pays-Bas, est la plaque tournante du trafic portuaire européen. Le port est directement relié à la mer du Nord, qui accueille un des transits maritimes les plus importants au monde, et se trouve à l'embouchure de 2 fleuves vitaux qui s'enfoncent dans le continent. C'est le port le plus actif d'Europe. Et les Néerlandais comptent bien garder cette première place. Le problème, c'est que les docks du port de Rotterdam s'étendent déjà du centre-ville à la mer. Il ne reste tout simplement plus de place. Mais ce n'est pas le petit problème mesquin de ne plus avoir assez de terre qui va arrêter les Néerlandais.
Si ce pays s'appelle les Pays-Bas, ce n'est pas pour rien. Près d'un quart de son territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Les Néerlandais mènent depuis longtemps déjà une lutte sans fin contre la mer. Cela fait au moins un millénaire qu'ils construisent des digues pour repousser l'eau. Peter Klipp est sûr de pouvoir faire de même pour Rotterdam. Cela fait des siècles qu'on gagne du terrain sur la mer, en construisant des digues, en créant des étendues artificielles de terre sur la mer, ou en augmentant la profondeur de nos voies de navigation. C'est dans notre nature, c'est ce que l'on a toujours fait et ce que l'on fera toujours. Pour créer de nouvelles terres, le consortium de dragage Puma doit récupérer du sable au fond de la mer et l'entasser près du port existant. Mais le fond marin est situé 40 mètres en dessous des vagues glacées de la mer du Nord. Et il va falloir une sacrée quantité de sable. Et voici la solution de 18 000 tonnes à leur problème. Cette drague porteuse, à aileinte traînante, dispose d'une puissance hallucinante de 19 500 kW pour créer de nouvelles terres. Si vous voulez votre propre île, vous pouvez louer ce monstre pour la modique somme de 180 000 € par jour. Cette drague nécessite un équipage de 32 hommes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec une vitesse de pointe de 16 nœuds, ce Léviathan de 150 mètres de long met moins de 6 minutes pour parcourir les 10 km qui le séparent de la zone de dragage. Ce qui fait tout le travail sur ce type de drague, c'est le bec des Lindes. De la taille d'une voiture citadine sans en avoir le charme, le bec des Lindes est fixé au bord d'un tuyau aspirant et peut être plongé à 90 mètres de profondeur. Une fois descendu, le bec des Lindes est traîné sur le fond marin. Tiré par la drague, le bec soulève le sable compact grâce à ses grosses dents. Dans les entrailles du bateau, des pompes de 5000 kW se mettent en marche et cet aspirateur géant des grands fonds commence à aspirer le sable. À une vitesse de 7,5 tonnes par seconde, un mélange de sable et d'eau de mer remonte les tuyaux d'aspiration et atterrit dans le puits à déblais. Ce puits est grand et dispose d'une capacité de 27 500 tonnes. Mais à ce rythme, il faudrait encore près de 2000 allers-retours pour que le premier élément du nouveau port dépasse le niveau de la mer. Heureusement, il y a possibilité d'aller 2 fois plus vite en se délestant tout de suite de l'eau aspirée. Et les Néerlandais ont des siècles d'expérience quand il s'agit de se débarrasser de l'eau de mer superflue. Dans ce cas précis, ils laissent la loi de la gravité se charger du sale boulot. Le sable lourd se dépose au fond du puits par-dessus le trop-plein. La capacité maximale de 27 500 tonnes de sable est atteinte en 1 heure. Il est alors temps pour le capitaine Roust de remonter le bec des Lindes et de se diriger vers le point de déchargement. La première partie de l'extension du port de Rotterdam est un ouvrage de protection de 7 km de long. Une fois terminé, ce grand arc de sable que les Néerlandais appellent l'île Banane permettra au port d'être construit à l'abri des vagues. Mais comment décharge-t-on des milliers de tonnes de sable de sorte à en faire une jolie petite île en forme de banane ? Ce qu'il faut, c'est une énorme pompe aspirante qui est aussi une fonction refoulante. Bingo! Ce majestueux jet de boue qui fend le ciel est appelé un arc-en-ciel par les professionnels du dragage.
Avec jusqu'à 6 dragues qui travaillent à plein temps, il faudra 4 ans pour venir à bout de la première phase de construction. Cela ne revient pas à déplacer des montagnes, mais il faut quand même créer de nouvelles terres. C'est ce qu'il faut servir quand on veut impressionner. C'est une boisson d'exception pour les occasions d'exception. Le champagne est le roi des vins pétillants. Mais pour transformer de banales grappes de raisin en une boisson qui peut atteindre plus de 700 € la bouteille, il faut un sacré palais et des siècles de savoir-faire viticole. Mais comment ça marche ? Le vin de Champagne tire bien sûr son nom de la région où il est fabriqué. Un vin blanc peut être aussi pétillant et aussi bon qu'il le veut. S'il ne vient pas de ses 33 500 hectares de vignobles, ce n'est pas du champagne. Il y a 245 millions d'années de cela, se trouvait ici le fond d'une mer préhistorique. Les fossiles des millions de créatures qui y vivaient ont formé de la craie. C'est un sol idéal pour les vignes, puisqu'il retient juste la quantité d'eau qui leur est nécessaire. Les sols sont classés selon la qualité des raisins qu'ils produisent. Le meilleur est appelé Grand Cru. Et quand il est question des plus grands champagnes, ce genre de petits détails compte. Le champagne est élaboré à partir de 3 cépages seulement. Le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Les 2 premiers sont des cépages rouges et le dernier est blanc. Bien sûr, ce mélange ne fait pas que du champagne rosé. En effet, sous la peau des raisins rouges, se trouve aussi une chair et un jus blanc. Malheureusement, de nos jours, le raisin n'est plus pressé par les pieds délicats d'ouvrières françaises, mais par cet éclatant pressoir industriel. Le pressurage doit être délicat et soigné pour que les peaux des raisins ne libèrent pas leur couleur. Le problème de la couleur est donc résolu, mais arriver à obtenir un goût parfait est un bien plus gros défi. On voit peut-être de l'acier inoxydable d'une propreté irréprochable partout ici, mais cela fait près de 300 ans que cette maison utilise la même méthode de fabrication. Les jus des différents cépages et des différents villages qui apportent chacun leur bouquet unique de saveurs vont dans des cuves de fermentation individuelles en acier inoxydable. On y ajoute des levures qui réagissent tout doucement avec le sucre contenu dans les raisins, ce qui produit de l'alcool. Mais les bons champagnes ne sont pas le produit d'un seul type de raisin. C'est un mélange de saveurs soigneusement élaboré à partir de différents crus qui produit le goût reconnaissable du champagne d'une maison. Pendant les 6 mois passés dans ces cuves, tandis que le vin se charge d'alcool tout en restant plat, le chef de cave et ses œnologues entrent en action et choisissent quel cru mélanger. Alexandra Rendal nous explique. Pendant ces 6 mois, ils vont tester chacun des différents vins. Ils doivent en sélectionner un certain nombre qui, assemblés ensemble dans des quantités différentes, doivent donner exactement le même goût que celui du champagne consommé aujourd'hui par nos clients. Vous ne pouvez peut-être pas faire la différence entre un champagne et une bière, mais eux peuvent vous dire de quelle couleur étaient les chaussettes du vigneron. Charmant. Une fois ce choix effectué, les différents crus sont associés dans les proportions exactes déterminées. L'assemblage, soigneusement mélangé, est ensuite versé dans 5 millions de bouteilles dans lesquelles sont ajoutées quelques levures et du sucre, avant qu'elles ne soient scellées. Pour le moment, ce n'est que du vin blanc. Il n'y a pas encore de bulles. Et du champagne sans bulles, c'est comme un mariage sans marié. Mais grâce aux levures et au sucre, une deuxième fermentation a lieu dans ces bouteilles. Et comme elles sont scellées, le dioxyde de carbone ne peut s'échapper. Il est coincé à l'intérieur sous forme de petites bulles. Il faut environ 3 semaines pour que les bulles se forment et que les levures utilisent tout le sucre. Ensuite, les levures meurent, mais leur rôle n'est pas encore terminé. Elles restent à l'intérieur des bouteilles pendant 2 ans pour donner au vin ce goût complexe, onctueux et reconnaissable du champagne. Ces 18 km de cave sont gardés à une température constante de 12 degrés Celsius pour garantir la fermentation.
Une fois le travail des lits terminé, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser sans laisser échapper les bulles. Et tout est dans le poignet. Tous les jours, une équipe de remueurs procède à un rituel bizarre. Ils tournent délicatement les 30 000 bouteilles d'un huitième de tour, afin de les retourner petit à petit. Ce procédé laborieux favorise le déplacement des lits vers le col des bouteilles. Après 3 semaines passées à être tournées tout doucement, les bouteilles de champagne partent la tête à l'envers pour un périple d'1 kilomètre de long. Elles commencent par un bain de saumure à moins 27 degrés. On les y plonge la pointe la première. Le contenu du col de la bouteille gèle rapidement, emprisonnant les lits. On enlève ensuite les capsules et la pression exercée par le dioxyde de carbone contenu à l'intérieur expulse les lits gelés, ne laissant qu'un champagne limpide et pétillant dans la bouteille. Mais les bulles qui ont mis 2 ans à se former sont en train de s'échapper. Les bouteilles sont donc vite bouchées puis muselées pour que le bouchon ne saute pas. Après 2 ans de soins attentionnés, ce vin d'exception est enfin prêt à être étiqueté. Adaptation Maëlys Renaudie, avec les voix de Frédéric Popovitch, Yann Pichon et Franck Sportis.